remercie Philippe Ménard et Dominique Viard de m'avoir invité à participer à ce colloque qui me donne l'occasion de présenter pour moi ce qui est un travail en chantier, les voix féminines de la déportation, autrement dit, les écrits de femmes qui ont vécu la déportation pour motifs politiques ou raciaux, comme on dit, et en ont rendu compte dans des formes variées, qu'il s'agisse de récits, de poèmes, de lettres, de chansons, de journal, qui ont donné lieu à publication. Ces textes, rédigés au cœur de l'expérience des camps, je pense par exemple à l'opérette de Germaine Tillion, Le Ver Furchtbar aux Enfers, ou ultérieurement, c'est le cas bien connu par exemple des œuvres de Charlotte Delbo ou de l'italo-hongroise Edith Bruck, prononcée à l'italienne, n'exclut pas cependant d'autres écrits que je qualifierais d'écrits à l'ombre de la déportation, ou ayant au risque de la déportation. Je pense par exemple au journal d'Hélène Baird ou à celui d'Etty Ilsum, ou encore au roman d'inspiration autobiographique Le sel et le soufre d'Anna Langfus. Alors on comprend que ce qui constitue un tel corpus, au-delà qui transcende les époques de rédaction, de réception, les frontières génériques comme linguistiques, c'est, au-delà de la référence à une expérience directement vécue, la question du genre, au sens de gender, de l'auteur, en l'occurrence des autrices. Or, c'est précisément cette question du genre, et plus particulièrement de la pertinence d'une lecture genrée des écrits de et sur la déportation, que je voudrais aujourd'hui me concentrer d'un point de vue qui sera principalement théorique. Que gagne-t-on, pour le dire brièvement, à ce type de lecture appliquée à une expérience qui, on le sait, a affecté l'espèce humaine dans son ensemble? Ce n'étaient pas des hommes, des femmes, des garçons, des filles que les nazis cherchaient à exterminer ou à épuiser en tant que tels, c'était une, entre guillemets bien sûr, sous-race, des déchets, des nuisibles. N'était-on pas juif, résistante ou tzigane avant que d'être homme ou femme? Inversement, c'est la dignité à rester à hauteur d'homme, avec un grand H, de résister à cette entreprise de déshumanisation qu'était la vie dans le camp ou sous la menace de la déportation, qui constituait le moteur, le credo de bon nombre de déportés, hommes comme femmes, et que l'on retrouve dans beaucoup de récits de témoignages. Si donc envisager la déportation dans une perspective genrée ne semble pas aller de soi, et peut même paraître inapproprié, pour reprendre l'expression de Christine Barr, c'est pourtant ce à quoi se sont employés depuis environ les années 90 un certain nombre de chercheuses et de chercheurs, historiens comme littéraires, dans des perspectives plus ou moins féministes et ou militantes, en France comme, et surtout, j'y reviendrai, à l'étranger. C'est donc sur les enjeux, les polémiques, les résultats que l'on peut escompter de ces perspectives, qui sont bien des perspectives plurielles, parce qu'elles s'inscrivent aussi dans des contextes critiques situés et historiques, que je souhaiterais m'attarder ici dans une démarche donc qui tient davantage d'un état des lieux de la critique que d'une analyse littéraire des voix féminines de la déportation, même si je conclurai quand même par donner quelques perspectives plus littéraires. Alors je commencerai par retracer les principales étapes de l'émergence de la question féminine dans l'examen des récits autour de la déportation, avant de retracer les motifs de son caractère tardif et des réticences auxquelles elle a pu, ou certaines de ses expressions ont pu donner lieu. J'examinerai enfin, forcément à grands traits dans le temps qui m'est imparti, ce que la voix des femmes et leur diffusion peut apporter à notre compréhension de l'expérience historique, mais aussi à nos représentations et à nos habitudes de lecture des textes autour de la déportation. Alors, je commencerai par distinguer deux plans en prémisse de l'analyse. D'une part, l'expérience même, l'expérience féminine de la déportation, qui a été documentée par de nombreux témoins, puis qui a fait l'objet, mais plus tardivement, de recherches historiques. Et d'autre part, la lecture genrée de cette expérience féminine de la déportation, initiée dans les années 1980 et qui s'est véritablement intensifiée dans les années 1990. À bien des égards, on peut penser que c'est le silence relatif qui a entouré l'expérience féminine de la déportation qui a suscité la lecture genrée et le désir de visibilisation des femmes, en réponse à un discours non seulement masculin, au sens dénoncé par des hommes, mais qui témoignait encore d'une expérience majoritairement masculine.
Pour une Charlotte Delbault, combien de Robert Antelme, David Rousset, Élie Wiesel, Georges Semprin, pour ne s'en tenir qu'au nom emblématique de la littérature de témoignage de langue française. Alors qu'on m'entende bien ici, je n'entends nullement remettre en question le mérite de ces auteurs, ni pointer du doigt qui que ce soit, ayant moi-même, pendant des années où j'ai fait cours sur la littérature des camps, proposé des corpus exclusivement masculins. L'introduction d'auteurs féminins n'est venue que petit à petit. Comment expliquer, si ce n'est en tenant pour acquis que l'expérience et le témoignage masculin sont des neutres universels, qu'il y ait une entrée femme et non pas homme dans un ouvrage récemment publié en 2016 sur la solution finale? Où sont les femmes? Where are the women? Telle est aussi la question qui ouvre un ouvrage pionnier de la littérature genrée de la Shoah en 1993, intitulé Different Voices, Women and Holocaust, et auquel ses auteurs, Carol Rittner et John K. Roth, se donnent pour objectif de répondre, reprochant aux historiens d'avoir négligé les spécificités des expériences féminines de la déportation et leur expression. Car de fait, on le sait, des femmes ont bien pris la parole avant, pendant et après la déportation pour raconter ce qu'elles avaient vécu et ce qu'elles avaient vu. Elisabeth Arruffini a notamment bien montré qu'en Italie, ce sont les femmes, Frida Misoul, Liana Milou, Giuliana Tedeschi, entre autres, qui ont été les premières à raconter Auschwitz à l'Italie entre 1945 et 1947, et qu'à celle-ci s'est ajouté Primo Levi avec le célèbre « Si c'est un homme ». On n'oubliera pas non plus qu'aux côtés de l'univers concentrationnaire de David Rousset, publié en 1946, le Ravensbrück de Germaine Tillion, dont une première ébauche est parue dès décembre 1946 dans les Cahiers du Rhône, avant d'être enrichi ensuite, a joué un rôle essentiel dans la description de l'organisation et des mécanismes du lager. Et que c'est une femme, Olga Wormser-Migaud, qui est l'autrice de la première thèse soutenue en France en histoire sur les camps nazis en 1968. Bon, elle n'avait pas été déportée, Olga Wormser-Migaud, mais elle avait une connaissance, on va dire, de première main des camps, puisqu'en fait, elle avait été envoyée par la France pour aider au rapatriement des déportés français. Pourtant, les textes des rescapées italiennes sont tombés dans l'oubli, se heurtant, comme la première édition d'ailleurs de Si c'est un homme, à l'indifférence du public désireux de construire une nouvelle Italie, mais n'ont pas bénéficié, ces ouvrages, d'une redécouverte au tournant des années 60, à la différence du récit de Primo Levi. Dans Ravensbrück, Germaine Tillion, comme le choix de son titre l'indique, ne met pas en évidence un objet femme, et encore moins un point de vue féminin. C'est la totalité de ce qui se passe dans Caen et des rapports sociaux qui s'y jouent qui intéresse Tillion, même si, j'y reviendrai, elle esquisse à certains endroits une comparaison entre camp d'hommes et camp de femmes. On ne saurait donc parler d'un silence des femmes, mais plutôt d'une non-réception de leurs paroles en tant que femmes, dans ce vaste concert de voix et de mémoire qui résonnait après-guerre, comme l'a bien montré notamment l'historien américain Philip Nord dans son récent ouvrage « Après la déportation ». Et elles-mêmes, j'y reviendrai, les femmes elles-mêmes ont rarement présenté leur expérience comme une expérience spécifique. Si je reviendrai tout à l'heure sur les raisons d'une telle insistante absence, pour reprendre les termes de la sociologue Liliane Kandel, je voudrais souligner ici le fait que c'est seulement à partir des années 1980 que l'attention se porte sur les enjeux spécifiques de l'expérience féminine, mais il s'agit d'expérience féminine globalement de la Seconde Guerre mondiale d'abord, et pas immédiatement de la déportation. Dans le sillage de la germaniste en France, Rita Thalmann, qui a ouvert la voie avec son livre « Être femme sous le Troisième Reich » en 1982, se développe en France une réflexion collective sur la responsabilité historique des femmes. L'ouvrage dirigé par Liliane Kandel, « Féminisme et nazisme », fruit d'un colloque tenu à Paris 7 en 1992, mais paru seulement en 2004, en témoigne. Au tournant du XXIe siècle, Luc Capdevila, François Rouquet, Fabrice Virgili, Daniel Vodman vont donner une synthèse très utile, marquée par le nouveau concept de genre, hommes et femmes dans la France en guerre, 1914-1945, mais qui ne dit rien sur la déportation. À ma connaissance, il faut attendre 2008 pour que la revue Histoire politique, Politique, Culture, Société, publie sous la direction de Claire Andrieux et de Christine Barr un numéro aux femmes en résistance à Ravensbrück, issu d'une journée d'études à l'université d'Angers. Et
il faut attendre 2015 pour que se tienne à l'Université de Nanterre le premier colloque consacré à l'étude des femmes déportées par mesure de répression depuis la France vers l'Allemagne, colloque qui, réunissant chercheurs, archivistes, témoins, puisait notamment dans les archives de l'Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance, l'ADIR. Alors on notera d'ailleurs que dans un cas comme dans l'autre, ce sont les déportés politiques qui sont au cœur de l'attention et non pas les déportés juives. Ça, c'est ce qui en France. En Italie, c'est une attention plus large et plus précoce qui est portée à la déportation des femmes. C'est ainsi qu'en 1994, à Turin, se tient le premier colloque international consacré à la déportation féminine, la Deportazione Femminile nei Lager Nazisti, où interviennent d'ailleurs des déportées françaises, politiques, comme Anis Postelvinet ou encore Marie-Josée Jean-Bardelot, mais aussi italiennes, Edith Bruck ou Liana Milou, qui, elles, ont été déportées parce qu'elles étaient juives. Alors si Christine Barr, dans son article du dossier Femmes à Ravensbrück que j'ai évoqué à l'instant et qui s'intitule « L'histoire des femmes au défi de la déportation », souligne qu'en France comme en Allemagne, l'histoire des femmes elle-même ne se saisit pas franchement de celle de la déportation et qu'elle s'interroge sur une possible mise en échec de la pensée féministe face à un phénomène qui transcenderait le genre et le sexe. Aux États-Unis, en revanche, s'est développé dès les années 1980 tout un courant de recherche féministe centré sur Women and Holocaust. Et c'est John Ringelheim qui en est considéré comme la mère fondatrice, avec notamment un article qui date de 1984 intitulé « The Unethical and the Unspeakable, Women and the Holocaust ». Donc c'est un courant qui a donné lieu aux États-Unis à de nombreuses recherches, à la fois en sociologie, en histoire, en littérature, et qui se donne pour objectif de montrer que, pas plus que d'autres événements historiques, le système d'extermination nazi n'était indifférencié quant au genre. Autrement dit, que le vécu, les expériences des femmes happées dans la machine nazie, les stratégies de survie, les souffrances subies et jusqu'à la mort elle-même étaient radicalement différentes de ceux des hommes. Que ces femmes étaient prises dans un double piège, un double système de persécution, à la fois en tant que femmes et en tant que juives. Alors je vais revenir sur ces affirmations, mais ce qui m'importe ici, c'est d'abord de signaler l'existence d'un courant de recherche relativement précoce par rapport au contexte critique européen et tout particulièrement français, et qui s'explique par un certain nombre de raisons que je ne détaillerai pas, mais qu'on devine assez aisément, la tradition plus ancienne des études féministes outre-Atlantique, et puis la représentation de la déportation comme un fait essentiellement racial, davantage que politique. Et ces recherches continuent à se développer aujourd'hui. Je citerai simplement le récent ouvrage collectif dirigé par Zoe Waxman, Women in the Holocaust, A Feminist History, publié en 2017 à Oxford Press. Je voudrais aussi souligner, et cela me prendra un petit peu plus de temps, les fortes réserves et les mêmes critiques, et même les critiques très virulentes qui ont été adressées à ce courant de pensée aux États-Unis comme en France, de la part de certaines féministes, qui témoignent en fait d'une résistance forte à l'idée selon laquelle, en matière de déportation, et plus encore de déportation pour motif de persécution, le genre non seulement compte, mais fait une différence. Car c'est bien cela en fait qui explique la réticence et même la gêne à traiter de la déportation féminine en tant que telle, et qui explique l'émergence finalement tardive du thème en lui-même dans l'historiographie comme dans la critique littéraire. Et à ce sujet, on peut noter que s'il existe bien en France des monographies, mais là encore tardives par rapport à d'autres contextes étrangers, consacrées à certaines voix féminines de la déportation, et je pense bien sûr à Charlotte Delbo, il n'existe pas, comme c'est le cas aux États-Unis, mais aussi en Italie, je pense au récent Frida et les Altres, coordonné notamment par Elisabeth Arruffini, il n'existe pas en France, en français, d'anthologie des récits féminins de la déportation. Je voudrais donc à présent me concentrer sur les réticences et les objections que l'on peut soulever et qui peuvent expliquer ce retard, et à la fois à l'égard de l'idée même de distinguer entre déportation masculine et déportation féminine,
et de manière plus détaillée les critiques qui ont été faites aux lectures genrées développées par certaines féministes américaines. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut d'abord rappeler la réticence des anciennes déportées elles-mêmes à envisager une telle distinction. Pour Charlotte Delbo, par exemple, le système concentrationnaire aura réalisé l'égalité la plus complète entre hommes et femmes. À Madeleine Chapsal, qui lors d'un entretien pour l'Express en 1966 lui disait avoir été frappée par le fait que dans l'œuvre de Charlotte Delbo, la première qu'elle a publiée en 1965 sur ce thème, Le convoi du 24 janvier, les femmes évoquées, là je cite Chapsal, ont un destin, une histoire qui n'a rien à voir avec le fait qu'elles soient des femmes. Delbo abonde dans ce sens en disant « Cette fois, les femmes ont été traitées comme des hommes. C'est l'un des événements de la déportation de cette guerre. Au début, on ne savait pas. On vivait encore sur l'idée que les femmes, en cas d'arrestation, ne seraient pas fusillées comme les hommes. L'homme se mettait à l'abri tandis que la femme restait à la maison. Parfois, elle s'accusait à sa place. » C'est en effet cette distinction traditionnellement établie entre les sexes que l'entreprise nazie bouleverse, accouchant d'un autre monde, selon les mots de Germaine Tillion, où l'on extermine des enfants, des femmes enceintes et des affaiblis, ceux qu'en cas de naufrage, je cite toujours Tillion, les marins bien élevés sauvent en premier. Un autre monde, donc, où les anciens repères volent en éclats et dont on ne peut s'aviser tragiquement que trop tard, à l'instar du protagoniste de cet autre roman d'Anna Langfuss, Saut de Barbara, hanté par le remords d'avoir fui en laissant précisément sa femme et sa fille ouvrir à la porte du domicile familial aux nazis qui finalement les tuent. Rétablir une frontière entre hommes et femmes semble ainsi souvent incongru, déplacé, au sens de hors de propos, aux yeux des anciennes déportées interrogées à ce sujet. On constate en effet que lorsqu'elles sont invitées, et notamment dans les colloques dont j'ai parlé, à se prononcer sur la spécificité de la déportation féminine, beaucoup d'entre elles commencent avant tout par exprimer leurs réserves. Les déportées politiques, on le remarque, mettent plutôt l'accent sur une communauté de souffrance et de lutte qu'elles auraient partagée de manière égale avec les hommes. Les anciennes déportées juives se montrent, semble-t-il, encore plus rétives à ce type de distinction. Ainsi, ces premiers mots d'Edith Brooke au colloque de Turin en 1994, évoqués tout à l'heure. Voilà ce qu'elle dit. « Il m'est difficile de diviser l'humanité en hommes et femmes, surtout dans des circonstances extrêmes, telles que les laguerres nazies, où personne ne pouvait être lui-même, ou plutôt n'était personne. » Ce qui est en jeu ici, c'est bien le processus de déshumanisation globale qui affectait l'individu, homme ou femme, en premier lieu. Il arrive aussi que la question du genre apparaisse non seulement comme secondaire ou vaine, mais proprement immorale, comme le suggère Ruth Bondy, survivante de Theresienstadt et de Birkenau, qui commence son article publié dans le collectif Women in the Holocaust en 1998 par ces mots. Le Zyklon B ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes, la même mort les emporte tous, parce que le même sort attendait tous les juifs. J'ai abordé la rédaction de cet article avec de sérieuses réserves. Pourquoi devrais-je me concentrer sur les femmes ? Toute division de l'Holocauste et de ses victimes en fonction du sexe me semblait choquante. La question du genre semblait appartenir à une autre génération, à une autre époque. Mais je ne voulais pas que l'histoire des femmes de Theresienstadt soit laissée de côté. J'ai donc entrepris cette tâche au nom des femmes de Theresienstadt et j'ai commencé à examiner pour moi-même en quoi la vie des femmes dans le ghetto différait de celle des hommes et comment on pouvait expliquer cette distinction si tant est qu'on puisse l'expliquer. Alors j'ai traduit par choquante le terme anglais « offensive », qui signifie bien offensant, moralement répugnant. Il y a bien ici une réserve d'ordre moral, comme si entrer dans la comparaison entre hommes et femmes reconduisait un geste de sélection ou de tri odieux entre les membres d'une espèce humaine commune. Comme si constater une différence obligeait à entrer aussi dans la logique des meurtriers. Comment on pouvait expliquer cette distinction tant est qu'on puisse expliquer, dit-elle. Et on pense ici aux réserves de Primo Levi, pour qui il ne s'agissait pas de comprendre le système des laguerres, mais de le connaître. On notera d'ailleurs aussi que aussi bien Edith Brooke que Ruth Bondy déjouent le piège de l'explication-justification, qui s'appuie nécessairement sur un discours à portée générale, en soulignant qu'elles se concentreront dans leur intervention exclusivement sur leur expérience singulière. Ici, ouverture à la collectivité il y a, c'est celle du peuple juif et non des femmes. On notera aussi dans la citation de Ruth Bondy la référence aux nouvelles générations féministes. Elle dit « la question du genre me semblait appartenir à une autre génération, à une autre époque ».
Autre génération qui imposerait donc une grille de lecture anachronique à l'expérience telle qu'elle a été vécue par les femmes elles-mêmes. Alors si on peut penser que cette grille de lecture aura été malgré tout féconde dans ce cas-ci, puisque l'ancienne déportée a bien finalement écrit un article sur cette question, certaines critiques ont approfondi le grief d'immoralité, récusant non seulement toute pertinence, mais aussi toute légitimité à une lecture genrée de la déportation, et plus précisément de la Shoah. Les attaques les plus virulentes et les plus argumentées aussi sont venues des femmes, et souvent de femmes féministes. Cynthia Orzik, autrice américaine d'origine russe, née en 1928, accuse ainsi John Ringelheim de contribuer à une lecture révisionniste de l'histoire. « Je pense que vous posez la mauvaise question », lui écrit-elle dans un courrier privé dont ensuite a fait état l'universitaire américaine. « Je pense que vous posez une question moralement erronée, une question qui nous conduit encore plus loin sur la voie de l'éradication des Juifs de l'histoire. Vous rejoignez, j'espère par inadvertance, des gens, comme les révisionnistes, qui disent que ce qui est arrivé aux Juifs n'est jamais arrivé. Vous insistez sur le fait que ce n'est pas arrivé seulement aux Juifs. C'est arrivé à des femmes, et que le fait que ces femmes soient juives n'est qu'un détail. Ce n'est pas un détail, c'est le fond de l'affaire, c'est l'histoire tout entière. » Ringelheim a été en effet accusé de s'approprier la Shoah pour servir ses objectifs féministes en faisant de cette dernière un énième et un simple exemple d'oppression des femmes par une société patriarcale. C'est ce que lui reproche notamment Liliane Kandel dans un article de 1996 publié dans Les Temps modernes, intitulé « Une pensée empêchée des usages du genre et de quelques-unes de ses limites » et sur lequel je voudrais m'attarder un peu. Il me semble en effet constituer un support de discussion et de réflexion très intéressant dans la mesure où Kandel fait référence aux thèses les plus radicales de Ringelheim et qu'elle achève ce démontage en bonne et due forme par une position tout aussi radicale, surtout quand on sait que ça vient d'une femme qui a été au mouvement de libération des femmes depuis sa création et qui elle-même a consacré plusieurs travaux aux relations entre femmes et nazisme. Donc cette position radicale à laquelle aboutit Liliane Kandel consiste à affirmer que sur certains sujets, et la Shoah en fait partie, le genre ne constitue pas un outil d'analyse valide et qu'il est même intellectuellement malhonnête, historiquement erroné et moralement et politiquement dangereux. Alors je vais reprendre les différents arguments. Liliane Kandel reproche d'abord à Ringelheim de faire preuve d'une rage de prouver. En l'occurrence, il s'agit de prouver qu'à chaque étape du processus de persécution et d'extermination, les femmes ont été désavantagées par rapport aux hommes. Elles auraient plus souffert et elles auraient été davantage à mourir. Et Liliane Kandel reproche à Ringelheim de montrer que cette rage de prouver en fait conduit celle-ci à tordre les chiffres et à la réalité historique pour les besoins de sa démonstration. Ringelheim se livrerait à une véritable réinterprétation féministe de l'histoire du Troisième Reich, vouée à étayer la thèse unique de l'universalité de l'oppression patriarcale. Mais Kandel va plus loin en interrogeant les conséquences ultimes d'une telle perspective. Je la cite, « Supposons ne serait-ce qu'un moment que les statistiques eussent indiqué un relatif avantage des femmes quant à leurs chances de survie. Que pourrait-on en déduire en fin de compte ? Que le national-socialisme n'était pas absolument haïssable ? Que le patriarcat nazi avait des failles ou des ratés, voire du point de vue des femmes quelques avantages ? Elle souligne également comment ce que Ringelheim appelle le féminisme culturel, qui présente une image uniformément idéalisée des femmes comme protectrices, maternantes, solidaires, naturellement les unes envers les autres, rejoint paradoxalement le féminisme dit radical, qui constitue les femmes en victimes non seulement prioritaires des persécutions nazies, mais victimes par excellence, dans une valorisation commune des femmes en tant que femmes. L'introduction du genre, avance alors Kandel, va de pair avec une ultime tentative de consolation. Mortes en tant que et parce que femmes, les milliers de femmes victimes du nazisme ne seraient alors pas mortes pour rien. On aura ainsi poussé à son terme la tentation féministe d'une histoire qui refuse sa place à l'inutile ou à l'innommable, jusqu'au seuil même du meurtre et de l'assassinat de masse. Enfin, comment ne pas comprendre que cette valorisation de l'expérience féminine se paie à un prix fort, celui de l'acceptation du sort des hommes, qui, échappant au double piège où se trouvaient les femmes juives, auraient été, et je cite à nouveau Kandel, simplement déportées,
simplement exploitée, simplement torturée, simplement gazée, enfin. Que la femme, ramenée entre ses crocs par un chien sur la place d'appel d'Auschwitz, était plus opprimée ou plus morte que l'homme obligé de compter à voix haute les coups de bâton qui s'abattent sur lui et l'achèvent. Et ici, la sociologue fait référence à un passage de Charlotte Delbo dans Aucun de nous ne reviendra. Invitant donc les féministes, dans lesquelles elles s'incluent, c'est un article écrit à la première personne du pluriel, nous, à un exercice d'auto-évaluation salutaire, Liliane Kandel conclut en affirmant qu'il faut bien admettre que le genre, je la cite à nouveau, ne peut en aucun cas épuiser la lecture des situations, ni des personnes, que parfois au contraire il ne peut que la pervertir. Si un certain féminisme a donc ainsi parlé non pas d'Auschwitz, mais à côté d'Auschwitz, pour reprendre les mots de la sociologue, faut-il pour autant considérer que l'approche de la déportation et de la Shoah par le genre est inappropriée? Sans doute non. Et c'est sur les perspectives qu'ouvre une approche attentive au genre et sensible aux écueils évoqués à l'instant que je souhaiterais conclure cette intervention. Donc de fait, comme le souligne Zoé Waxman, le postulat selon lequel les expériences des hommes sont normatives, au sens où elles définissent la norme, et que celles des femmes en constituent une simple déclinaison, ou encore que leur expérience spécifique ne peuvent apporter aucun éclairage plus large sur l'Holocauste, c'est avéré étonnamment durable. L'enjeu demeure vif, malgré les avancées récentes, de donner plus de visibilité aux expériences féminines de la déportation, d'accueillir plus largement les voix féminines qui la racontent, tout d'abord et simplement parce qu'elles évoquent une expérience que les récits de déportés masculins ne peuvent évoquer parce que leurs auteurs ne l'ont pas vécue. Comme le souligne Christine Barr, si les femmes et les hommes ont vécu en déportation une communauté de souffrance, le souci premier de l'histoire des femmes, qui est de rendre les femmes plus visibles, reste une quête très légitime. Les histoires générales de la répression politique et de la déportation sous-estiment systématiquement la part des femmes. Peut-on dépeindre l'être concentrationnaire uniquement à partir de témoignages d'hommes déportés? Sans doute pas. Ainsi, David Rousset, dans l'univers concentrationnaire, n'évoque jamais Ravensbrück. Et les conditions qu'il décrit, par exemple des cas d'anthropophagie, ne valent pas pour ce camp de femmes. Ce qu'il dit, je cite Rousset, de la destruction de toute hiérarchie de l'âge, du mépris à l'égard de la faiblesse du vieillard, ne se retrouve pas dans les témoignages féminins. Sans cet effort de mise en valeur, qui suppose à la fois un travail de recherche historique sur les camps de femmes et une attention plus marquée aux voix féminines et à leur diffusion, l'expérience féminine de la déportation est condamnée à rester aux marges ou au seuil, au singulier comme au pluriel, du grand récit de la déportation qui est et continue d'être masculin. Alors, c'est à Marie-Louise, sa sœur, morte en déportation, que Robert Antelme dédie son livre. Certes, elle reste au seuil du récit, le livre étant consacré à la description des camps masculins où Antelme a lui-même vécu. Primo Levi, dans son poème liminaire « Se questo è un uomo », évoque aussi bien une figure masculine, considérée si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, etc., qu'une figure féminine, considérée si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. Très vite, cependant, il raconte comment il s'est retrouvé dans le groupe des hommes valides, et il ajoute « Ce qu'il advint des autres, femmes, enfants, vieillards, il nous fut impossible de le savoir, la nuit les engloutit, purement et simplement. » Là où le récit de Lévi s'arrête, d'autres récits commencent, qu'il faut lire, sortir précisément de l'engloutissement, pour avoir une connaissance élargie, plus fine aussi, de ce qu'aura été la déportation, la vie et les morts dans les camps de concentration et d'extermination. Car il y a bien une spécificité de la déportation et des camps féminins que les travaux des historiens et des historiennes, notamment sur Ravensbrück, mais pas seulement, ont mis au jour. Donc je ne rentre pas ici dans les détails, mais voilà, on pourra en parler, mais il y a des études qui montrent vraiment la spécificité des camps féminins. L'histoire des femmes, quant à elle, comme le souligne Christine Barr, met tout particulièrement l'accent sur la spécificité des expériences liées à la condition féminine dans les camps. La maternité, évidemment, l'aménorrhée, on sait que les femmes n'avaient plus leurs règles au camp et que certaines n'ont pas pu ou plus pu avoir d'enfants après leur libération en raison des bouleversements que leur corps avait connus à l'époque, les expériences scientifiques sur les organes génitaux féminins mais aussi sur les jambes, les violences sexuelles, la prostitution, l'homosexualité aussi, question complexe et en partie taboue, que Germaine Tillion a l'audace d'évoquer dans son Vers furchtbar aux enfers à travers la figure du Julot.
La littérature des camps, quand elle est écrite par des femmes, fait assurément place à de tels thèmes. Elisabeth Arufini, dans son étude précédemment citée sur un corpus de 7 récits de témoignages de femmes, souligne, après d'autres, l'importance du corps dans ses écrits. Sans doute ce thème n'est-il pas une prérogative des récits féminins. Les exemples abondent dans les récits masculins, depuis le « Je suis allé pisser » de l'espèce humaine, qui ouvre l'espèce humaine, à la scène du miroir dans La Nuit d'Elie Wiesel, où le narrateur ne se reconnaît plus dans le reflet et casse son miroir. Mais les textes écrits par les femmes offrent tout à la fois au lecteur d'autres corps à regarder, des corps féminins, et une manière autre de regarder le corps. Si plusieurs déportés ont témoigné de la violence que constituait pour elles le fait de se déshabiller devant les SS, mais aussi devant les autres détenus, à une époque où les corps se montraient très rarement dénudés, et ont pu le comparer à un viol symbolique, on trouve notamment, sous la plume de Charlotte Delbo, une description extrêmement crue du corps féminin, tel qu'il est abîmé, déformé par la captivité. Plus précisément, l'accent, et c'est là où je renoue avec la littérature, l'accent est mis sur la déféminisation du corps et l'impossibilité croissante de le distinguer du corps masculin, d'où le risque d'une confusion souvent évoquée entre les genres. Je citerai juste un passage de Aucun de nous ne reviendra, qu'elle a décidé de garder au masculin, le vers d'Apollinaire. D'ailleurs, debout, enveloppé dans une couverture, un enfant, un garçonnet. Une tête rasée, très petite, un visage où saillent les mâchoires et l'arcade sourcilière. Pieds nus, il sautille sans arrêt, animé d'un mouvement frénétique qui fait penser à celui des sauvages quand ils dansent. Il veut agiter les bras pour se réchauffer, la couverture s'écarte, c'est une femme. Un squelette de femme, elle est nue. Chez Tillion aussi, on trouve cette confusion croissante des sexes dans son opérette sur Ravensbrück, où elle souligne que le Verfügbar, qui était le nom donné dans le camp des femmes aux détenus qui étaient disponibles pour n'importe quelle corvée, en fait, qui n'étaient pas spécialisés pour des tâches plutôt que d'autres. Donc elle souligne que le Verfügbar est quelquefois femelle, mais le plus souvent rien du tout, neutre comme les lichens auxquels il s'apparente également par la couleur. Alors sans doute, on pourrait voir dans ce processus d'indifférenciation des sexes une preuve que c'est une même expérience de déshumanisation que les hommes et les femmes ont vécue. Il me semble cependant qu'au-delà de la dépossession de leur corps, c'est la dépossession des attributs féminins des détenus qui est à relever. Le naturaliste, dans l'opérette de Tillion, évoque un affaissement qui ne peut passer sous silence, celui des seins, affirme-t-il, dont je dirais seulement, et là on reconnaît l'humour incroyable de Germaine Tillion, dont je dirais seulement qu'ils ne sont plus saints, S-A-I-N-T-S, mais martyrs. Dans cet autre monde, les femmes ne sont plus des femmes et les hommes ne sont plus des hommes non plus. C'est ce que suggère aussi Charlotte Delbo dans la séquence Les hommes de Aucun de nous ne reviendra, où quand elle évoque la honte d'un détenu masculin sortant du bloc d'expérience médicale, sans doute après avoir été mutilé. C'est là aussi, il me semble, l'un des intérêts d'une lecture attentive aux spécificités féminines de l'écriture des camps, rendre visible l'expérience des femmes en tant que femmes, mais aussi des hommes en tant qu'hommes. D'autres thèmes que celui du corps semblent faire l'objet de traitements privilégiés dans les textes féminins, comme cela a déjà été plusieurs fois souligné. La solidarité, l'amitié entre femmes, l'entraide, que Germaine Tillion elle-même, et dans Ravensbrück cette fois, évoquait comme un trait distinctif des camps féminins, et qu'elle expliquait par le fait que les hommes avaient moins de réticence à exprimer leur affection que les prisonniers masculins, et ensuite parce qu'elles étaient moins divisées par la politique. Alors je cite rapidement Germaine Tillion. Il me semble aussi que leurs relations personnelles, là elle parle des hommes, furent plus rudes, et que même entre politiques, ils eurent souvent de la peine à se supporter. Comme nous, ils protégeaient les plus jeunes et ils cachèrent et sauvèrent une partie de leurs malades. Des hommes sensibles, comme l'était mon ami Louis-Martin Chauffier ou Robert Antelme, ou Primo Levi, n'ont survécu de justesse que grâce à quelques mains tendues. Il me semble que dans les camps de femmes, l'appui amical fut plus constant, plus solide, plus réparti. Les textes de Delbo, mais aussi de Margaret Buber-Naumann, qui racontent dans Milena l'amitié intense qu'il a reliée à Milena Jesenka, la célèbre journaliste tchèque, destinataire des lettres à Milena de Franz Kafka, soulignent l'importance de ces liens et le rôle majeur qu'ils ont joué non seulement dans la survie des détenus, mais aussi dans la résistance à la machine de déshumanisation nazie. Protéger une compagne qui s'évanouit lors de l'appel, la cacher aux yeux des SS alors qu'elle s'est arrêtée pour boire, se retrouver en cachette la nuit pour parler du temps passé, comme Margaret et Milena, c'est saboter de l'intérieur la logique du camp.
Sans doute, à trop insister sur la solidarité féminine, on risque de fermer les yeux sur d'autres réalités, la violence des femmes entre elles, entre détenues et entre gardiennes et détenus. On risque aussi, en marquant la différence avec les camps d'hommes, de verser dans une naturalisation, une essentialisation des différences et de généralisation abusive. Et il est alors salutaire, me semble-t-il, que rappeler que ces dispositions aux soins, au souci des autres, au care, dont témoignent d'ailleurs aussi fortement Hélène Baird et Thiel Soum dans leurs journaux, sont aussi le fruit d'une construction historique du genre féminin. Salutaire aussi de rappeler que, pas plus que les déportés hommes, les déportés femmes ne constituaient un tout homogène. Les motifs de la déportation, le camp dans lequel elles arrivaient, l'âge auquel elles arrivaient, constituent évidemment des paramètres qui distinguent fortement les expériences entre elles. Enfin, et j'en terminerai avec cela, cette très rapide esquisse des points saillants d'une écriture féminine des camps, il est à noter que cette attention aux autres se manifeste très souvent par le biais d'une écriture qui, si elle n'est pas toujours polyphonique, au sens strict qui est le sien dans Mesure de nos jours de Charlotte Delbo, associe très étroitement la subjectivité du jeu à celui d'autres femmes, auxquelles est laissée la parole ou dont est racontée l'histoire. Ainsi, par exemple, Il Fum di Birkenau de Liana Milou, composé de 6 récits centrés sur l'histoire de 6 femmes. Là encore, une étude plus précise des textes permettrait de voir jusqu'à quel point c'est un trait que l'on retrouve davantage dans les textes féminins que masculins. Donc pour conclure, je voudrais insister sur ce que nous pouvons retirer d'une focalisation du regard sur l'expérience féminine de la déportation et les écrits rédigés par des femmes. Tout d'abord, je l'ai dit, une connaissance sans doute plus étendue, plus fine et plus juste de la déportation et de la Shoah, qui souffrent de représentations figées, sont exposées à des réductions hâtives, aux effets très dangereux qu'Imre Kertész a été l'un des premiers à dénoncer en évoquant le kitsch d'Auschwitz, et qu'un certain tourisme mémoriel, dont parlera très bien Maxime Decoux tout à l'heure, et une industrie de la mémoire actuelle ne font qu'accroître. Ces textes sont là pour nous dire que nous qui croyons savoir, et là évidemment je reprends Charlotte Delbo, nous ne savons rien. Ensuite, s'intéresser aux voix féminines de la déportation, c'est rendre sa visibilité à des expériences féminines, autres, je l'ai dit, que celles évoquées dans les témoignages masculins, mais aussi éclairer peut-être, sous un autre jour, l'histoire des hommes déportés. Dans la mesure où le genre colle à la peau de l'individu, qu'il fait partie des attributs de son humanité, il est menacé par le processus de déshumanisation et joue un rôle dans la résistance psychique individuelle et collective des déportés, quel que soit par ailleurs le rapport, consentement à la norme ou transgression, qu'elles ou ils ont au genre imposé. C'est aussi invité, me semble-t-il, à une lecture entre les lignes de certains récits de déportation masculine, comme féminine. Je pense notamment au silence d'Anna Langfuss sur les violences sexuelles qu'elle a vraisemblablement subies lors de son périple à travers la Pologne, retranscrit dans Le sel et le soufre, et que suggèrent, à mon sens, certaines scènes d'interrogatoire. En ce sens, si c'est bien sur une corde raide que se tient et que doit se tenir sans doute toute étude sur la déportation féminine racontée par les femmes, attentive aux écueils de l'essentialisme, de l'homogénéisation et des hiérarchisations dangereuses, elle ne saurait seulement donner lieu à un cadrage ou à la délimitation d'un nouveau corpus littéraire. La question du genre, me semble-t-il, peut aussi fonctionner comme une clé de lecture, ouvrant à des zones inexplorées des textes féminins, mais aussi masculins. Je vous remercie pour votre attention.